Bien, alors, donc je reprends l'enregistrement après cet échange sur les noms de personnages, et je voulais revenir donc sur la notion de symbolisme phonétique vue sous l'angle de la fonction iconique de l'analogie, et en vous présentant un travail qui est très très souvent cité, qui est vraiment un travail de référence sur la question du symbolisme phonétique. C'est l'ouvrage Sound Symbolism, publié par Hinton, Nichols et Walla. C'est déjà un peu ancien, hein, c'est 94, mais pratiquement, il y a pratiquement tous les articles récents qui parlent du symbolisme phonétique donnent cette référence bibliographique comme étant une sorte de référence bibliographique moderne, enfin assez récente, récente par rapport à, vous voyez, Köhler, Peter Falvey, Chastain, qui datent soit des années 50, 70. Là, on est quand même dans une référence plus récente. Alors, je vais vous dire quelques mots de ce livre important en commentant avec vous la partie introductive du livre. Alors, ça, c'est l'avant-propos, si je me souviens bien, l'avant-propos du livre qui présente, disons, l'objet général de l'ouvrage. Alors, vous voyez que le tout début donne une sorte de définition minimale du symbolisme phonétique en disant que le symbolisme phonétique, c'est l'étude de la relation entre le son d'un mot, disons, d'une occurrence, et sa signification. Donc, la relation entre les sons des mots et leur signification. Hein. Ça, c'est pas nouveau pour nous. Alors, l'ouvrage est un ouvrage collectif, hein, qui est publié dans une collection interdisciplinaire. Et donc, il y a eu 34 universitaires, 34 chercheurs qui ont travaillé sur ce rôle du symbolisme phonétique en linguistique. Alors, ils ont étudié le symbolisme phonétique dans un grand nombre de langues, en Europe, en Asie, en Afrique, en Australie, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Et le point qui va nous intéresser, c'est ce point-là, la typologie du symbolisme phonétique. Et c'est parce que c'est précisément ce point qui est cité dans les études récentes. Hein. Hinton et ses collaborateurs ont proposé, à titre introductif de ces 34 études, une sorte de typologie en 4 types, donc de 4 formes de symbolisme phonétique. Donc, à titre d'annonce, ils indiquent que cette typologie examine non seulement les choses très connues comme les onomatopées et le symbolisme entre le son et la taille, c'est-à-dire I petit, O ou A grand, mais également des sujets moins souvent discutés comme la valeur symbolique, ou le symbolisme phonétique lié aux vocatifs et aux bruits involontaires. Donc on verra cela, hein, c'est ce que les auteurs appellent le symbolisme phonétique corporel. Et puis les zones marginales du symbolisme phonétique conventionnel. Ça c'est très bizarre, hein, quand même, dans la formulation. Mais on va voir de quoi il s'agit. Il s'agit en particulier des phonestèmes. Hein. Donc je vous expliquerai tout à l'heure ce dont il s'agit. Et ensuite, à la fin du livre, il y a un chapitre qui concerne les bases biologiques du symbolisme phonétique. Bon, mais ça, c'est un point qui a quand même beaucoup évolué depuis ces années-là, donc on ne va pas tellement s'y attarder. Et vous voyez la conclusion ici, c'est l'idée que lorsque la recherche est faite sur un grand nombre de langues, eh bien, on se rend compte que le symbolisme phonétique joue un rôle beaucoup plus significatif dans les langues
qu'on a eu l'habitude de le considérer, disons, dans le milieu académique. Hein. Parce qu'en effet, je veux dire, voilà, on l'a dit plusieurs fois, en général, le symbolisme phonétique, c'est l'onomatopée. Comme l'onomatopée, c'est presque rien dans les langues, ben, le symbolisme phonétique, c'est presque rien. Ce n'est pas le cas. Alors, je vais vous montrer la table des matières pour que vous ayez une idée, non seulement de l'ampleur de la recherche, mais également de possibilités pour vous de travailler pour la validation du semestre. Hein, parce que pour ceux d'entre vous qui ont des connaissances dans les langues mentionnées, ça pourrait être tout à fait intéressant que vous puissiez proposer, soit au premier semestre, soit au deuxième semestre. C'est une autre possibilité pour être évalué pour ce cours. Hein. Moi, je veux dire, je dois vous donner une note, donc, mais sur n'importe quoi, je veux dire, peu importe du moment que vous contribuez au travail. Hein. Donc, ça peut être les fiches dont on parle, ça peut être aussi une synthèse ou un exposé de 10 minutes sur un des chapitres de ce livre. Donc, vous voyez que il y a donc au total 23 textes. 23 textes. Donc 22 si on enlève l'introduction, et je vais me contenter moi de vous commenter cette introduction sur les processus de symbolisme phonétique. Et ensuite, vous voyez que les choses sont classées en fonction des zones, type de langue. Donc là, le symbolisme dans les langues d'Amérique du Nord, non, du nord du Mexique, hein, des langues américaines du nord du Mexique. Alors, je ne sais pas, est-ce que certains d'entre vous sont familiers avec ces langues? Le nez percé, le Nuctan. Bon, vous voyez, donc là, évidemment, ce sont des langues peut-être très peu connues depuis notre point de vue, mais dans lesquelles, manifestement, il y a des phénomènes intéressants en matière de symbolisme phonétique. En Amérique latine, ici, donc, il y a le guarani, une langue là que je ne connais pas, le huastèque, ça vous dit quelque chose. En Asie, alors là, il y a un article sur, alors je ne sais pas sur quelle langue précisément, je n'ai pas vérifié, mais c'est sur l'opposition I petit A grand. Et ensuite, là, vous avez quand même sur le chinois, hein, sur le mandarin et sur le japonais, deux études qui, je pense... Et là, cette langue, là où, ça vous dit quelque chose? Ici? Lahu. Ça, manifestement, c'est une langue d'Asie. Un pays près de Thaïlande? Non, alors bon, je ne connais pas non plus cette langue, hein, mais c'est une langue d'Asie, manifestement. Bon, mais là, je pense qu'on a suffisamment d'étudiantes chinoises parmi nous pour avoir une petite synthèse au moins sur le chapitre 10 ici. Hein. Ensuite, il y a la question des idéophones dans des langues d'Australie ou d'Afrique. Là, cette question des idéophones a beaucoup travaillé. Est-ce que... alors, parmi ceux d'entre vous qui connaîtriez des langues africaines, ça pourrait être intéressant de travailler sur ce point. Pour la partie européenne, on a sur le grec, sur la poésie russe, sur le finnois, et puis pour l'anglais, des choses plus classiques, disons. Donc vous voyez quand même une grande variété de textes, et le problème qu'on a lorsqu'on publie, ce qui arrive très souvent dans l'université, hein, on fait un colloque avec beaucoup de personnes, et puis on publie, donc il faut faire une introduction qui parle de tous ces gens. Dans l'introduction, il faut négliger personne. Donc l'idée qu'ont eue les organisateurs de ce livre, c'est de rassembler l'ensemble des communications dans une typologie de quatre grandes catégories de symbolisme phonétique. Alors,
voici les premiers mots de l'introduction. Bon, comme toujours, tous les articles, tous les livres consacrés au symbolisme phonétique, il y a l'idée de départ que, en général, la théorie linguistique considère que la relation entre le son et le sens est arbitraire. Bon. Et que tout aspect du langage qui s'oppose à cette idée est une exception, hein, comme les onomatopées par exemple, à une règle générale. Bon. On parlera après, hein, du statut de l'arbitraire par rapport à cette dimension du symbolisme phonétique et plus généralement de l'analogie, mais pour l'instant, admettons cette opposition entre arbitraire et symbolisme phonétique. Donc, il précise toutefois que dans les dernières décennies, une accumulation de données linguistiques on a observé une grande accumulation de données cross-linguistiques, donc sur la linguistique de diverses langues, sur le symbolisme phonétique, et que donc ce livre vise à, enfin, ce livre est le résultat d'un colloque qui a eu lieu autour de cette question du symbolisme phonétique. Bien. On doit, c'est là le point intéressant, nous devons conclure en regardant l'ensemble des travaux publiés ici, que le symbolisme phonétique joue un rôle considérablement plus grand dans le langage que on a l'habitude de le reconnaître. C'est un peu la même phrase que tout à l'heure. Bon, donc, et dans le dernier paragraphe, là, ils annoncent simplement leur typologie. Alors, dans l'introduction de cette typologie, ils indiquent que le symbolisme phonétique est le lien direct entre son et signification. Ils affirment que le langage humain, sous certains de ses aspects, présente ce lien complet, completely linked, entre son et signification. Alors là, c'est un peu surprenant parce que ça va apparemment nous éloigner quand même de ce qu'on a l'habitude jusqu'à présent d'entendre sous la notion de symbolisme phonétique, comme dans des productions involontaires, comme des cris de douleur ou des hoquets. Dans ces cas, le son a une signification seulement au sens où il reflète directement un état interne du corps ou de l'esprit. Un son qui reflète un état interne du corps ou de l'esprit. C'est-à-dire, vous poussez un cri de douleur, ce son indique que vous ressentez une douleur. Vous produisez le son du hoquet, ça indique que vous avez le hoquet. Ce serait ça, hein, la signification. Bon. Alors, il y a une échelle, donc des degrés, hein, qui peut être conçue entre ces cas-là qui sont purement corporels et des choses beaucoup plus conventionnelles, arbitraires. Alors, c'est curieux, hein, qu'ils incluent l'arbitraire dans le symbolisme phonétique, mais on va voir ce qu'ils visent ici, où le son et la signification n'ont pas de lien direct du tout. Donc vous voyez que c'est quand même assez curieux qu'ils définissent le symbolisme phonétique comme un lien direct, hein,
pour dire juste après qu'à une extrémité du symbolisme phonétique, on n'aura plus du tout de lien. Bon, présumablement. Voilà, alors, donc, on a 4 catégories, je vais y revenir. Donc, le principe de cette typologie, il est indiqué ici. On va aller du plus naturel, c'est-à-dire les sons liés à des états du corps ou de l'esprit, au plus conventionnel. Donc là où il va y avoir de l'arbitraire. La question qui va se poser, évidemment, pour le pôle dit le plus naturel, c'est de savoir si on a encore affaire à du symbolisme. Est-ce qu'on a encore affaire à quelque chose qui a à voir avec le langage? Et puis le pôle le plus conventionnel pose un problème de contradiction avec la définition du symbolisme phonétique, puisque là, le son et la signification n'ont plus de lien. Alors, la typologie qu'il propose est la suivante. Il y a un premier type de symbolisme phonétique qui est appelé le symbolisme phonétique corporel, donc dans lequel il y aura notamment les hoquets, les cris de douleur, etc. Un deuxième type de symbolisme qui va être le symbolisme phonétique imitatif, dans lequel il y aura notamment les onomatopées. Le symbolisme phonétique qui est appelé synesthésique, dans lequel on trouvera des choses comme Booba, Kiki. Et puis le symbolisme phonétique conventionnel, dans lequel on trouvera par exemple les phonestèmes. Alors, on va entrer dans le détail, peut-être plutôt la semaine prochaine, dans le détail de l'analyse de ces différents types de symbolisme phonétique. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on se sépare? Bon, donc, la semaine prochaine, je vais donc avancer, donc vous présenter cette typologie plus en détail, et puis commencer une réflexion sur la notion d'iconicité, puisqu'on a parlé de fonction iconique de l'analogie, donc sur la notion d'iconicité en rapport avec l'analogie. Et puis donc, si j'ai le temps, sinon je le ferai dans 15 jours, je vous proposerai une première synthèse à partir des propositions de noms, en retenant, enfin des propositions de noms de fiction, en retenant uniquement ceux qui me semblent bien marcher, et puis en voyant comment on peut aller un peu plus loin, mais continuer à en chercher, si vous en trouvez, c'est intéressant. Voilà, et bien si vous n'avez pas de questions, je vous dis à la semaine prochaine, merci de votre attention.